Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre en Ukraine. C'est un billet que j'ai commencé à rédiger hier matin. Et quelquefois, pour vider mon sac, il me faut plusieurs jours. C'était donc hier, voilà. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie le dialogue. Il raisonne. Et quand il parle, il tient parole. Le fantasme de l'homme fort. Un sondage, encore un, ces jours derniers, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine, pour être précise, disait qu'un pourcentage non négligeable de la population française, politiquement, était tenté par ce concept, celui de l'homme fort. On ne sait pas où ils en sont désormais sur ce point avec ce qui vient d'arriver en Ukraine. La démocratie, c'est comme le bonheur. On ne réalise quel est son prix véritable que quand il a mis les bouts. C'est Prévert qui avait prétendu une telle chose au sujet du bonheur. Je prétends de même d'ailleurs pour d'autres sujets, comme l'autorité par exemple, qui quand elle est naturelle et empreinte d'une vraie communication, s'impose d'elle-même, sans le moindre conflit, et dans le dialogue. Oui, je vais reprendre ça en vidéo aussi. Le 24 février, avant-hier, Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Ici, en France, les deux candidats d'extrême droite, il y a quelques jours encore, prenaient la défense de Poutine face à une Europe qui observait les troupes russes le long de la frontière ukrainienne. On lisait quelques jours avant encore qu'ici, sur le sol français, Poutine forçait l'admiration de certains citoyens, alors que Zemmour lui-même fantasmait sur une potentielle alliance des armées russes et françaises dans l'hypothèse d'une victoire de Zemmour au présidentiel, dans l'hypothèse où sa candidature se verrait validée par l'obtention des 500 signatures. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie toujours le dialogue. Il raisonne. Et quand il parle, il tient parole. Je rédigeais un article il y a quelques semaines relativement au fait que par bien des aspects, Zemmour, idéologiquement, était comparable à Hitler. Je n'étais hélas pas dans le fantasme. En rédigeant ces lignes, je parlais de l'aspect strictement idéologique. Depuis pas mal de mois maintenant, Zemmour, soutenu par la propagande de Bolloré, à l'époque, comme il doit l'être encore de façon détournée, tentait de nous faire passer Pétain comme un homme sage, ou en tout cas relativement fréquentable. Le général de Gaulle, moi qui pourtant n'y fais jamais référence, devait se retourner dans sa tombe, et l'outrance de tels propos filait la chair de poule aux survivants du génocide juif qui eut lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant-hier soir, pendant une émission spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, sur le service public, France 2 pour être précise, un téléspectateur a demandé si le comportement de Poutine était assimilable à celui de Hitler, et la réponse fut sans concession. C'était oui, certainement. Certains trouveront peut-être que cette réponse serait un peu trop épidermique et donc partiale. Je peux comprendre. Au début, Hitler, qui fut élu démocratiquement, je le rappelle, lui non plus n'a pas montré son visage véritable. Son funeste et terrifiant projet a mis un certain temps à se mettre en place, puis s'est concrétisé petit à petit. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie le dialogue. Il raisonne, et quand il parle, il tient parole. Le profil psychologique de Poutine, hélas, depuis toujours, est particulièrement inquiétant. Il n'est le chef que de son fantasme, de la vieille Russie. Pourtant, mais uniquement, mais absolument pas des Russes d'aujourd'hui qui vivent au présent avec les préoccupations de leur temps. Ceux qui, idéologiquement, ne sont capables que de se reposer exclusivement sur des images d'Épinal d'une histoire qui aurait laissé ronger les pendules comme la rouille est capable de ronger le métal des armes, se trompent de stratégie et passeront pour ce qu'ils sont, les fossoyeurs d'une évolution salutaire qui exige qu'on vise une politique ancrée dans les problématiques d'aujourd'hui. Je veux parler évidemment de l'écologie et de l'avenir de notre planète. Gérer un pays, pour le coup, l'expression désuète est pourtant recevable en bon père de famille, parce qu'il vaut mieux ressortir des expressions de la naphtaline pour s'exprimer que d'y avoir recours au sujet des valeurs. Mais après tout, j'entendais à l'instant que Poutine envahit l'Ukraine comme Hitler a envahi la Pologne. Alors autant ressortir des expressions qui vont avec. Gérer un pays, c'est accorder du crédit autant au présent, parce que mourir de faim, c'est maintenant, qu'au moyen terme et au long terme. Voilà quel doit être le challenge absolument inévitable et non négociable d'un politique aujourd'hui. Poutine, lui, est incapable d'une telle prouesse. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes,
mais privilégie le dialogue. Il raisonne, et quand il parle, eh bien il tient parole. La mégalomanie est une pathologie mentale qui frappe ceux qui s'enivrent de puissance. Ils n'acquièrent cette dernière uniquement et strictement que par l'argent, toujours celui des autres, qu'ils n'ont jamais acquis par leur travail, mais uniquement de façon frauduleuse, combinée à des stratégies qui n'ont jamais eu d'autres objectifs qu'une vision mercantile de leurs fonctions, y compris quand il s'agit des plus hautes sphères de la gouvernance d'un pays. Et il n'y a aucun chef d'État qui passe à travers ça. Désolé, hein. Oui, ils le font aussi par amour de leur patrie, mais soyez sans crainte, c'est au moins autant pour l'enrichissement personnel parallèlement, hein. Il n'y a aucun souci. Un jour, quelqu'un qui parlait de la paix dans le monde, alors qu'Internet n'existait pas encore, prétendait, et c'est une réflexion loin d'être stupide, qu'il était salutaire d'imaginer que les puissants de ce monde aiment davantage leurs enfants que leur pays, ou en tout cas qu'ils ne les aiment plus qu'ils ne se soucient des politiques internationales. Je sais que Poutine a au moins une enfant, une fille, je crois. Il a dû un jour, je suppose, avoir un père, une mère, des gens autour de lui pour lui apporter ce que demande un enfant, être aimé et aimer en retour. Je pourrais vous faire le coup de petits biscuits russes en forme de petits cœurs, tellement secs que trempés dans la foutinette de vodka, cette dernière nostalgique du Coca-Cola, qui sert à biturer la jeunesse russe, encore aujourd'hui peut-être, on ne sait pas. Je suppose ce petit cœur tout sec n'arrive même plus à s'en imprégner. C'est vous dire dans quelle merde on est. Postscriptum. La foutinette, c'est quand on prend une infusion bien chaude avec un coup de calvados dans le pays de Caux. Je suis une fille d'agriculteur, donc je connais la foutinette. Ça va faire rigoler les gens du coin. D'où l'expression foutinette à la vodka. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie le dialogue. Il raisonne, et quand il parle, il tient parole. Poutine est un malade mental, on le sait paranoïaque, c'est un fait. Paranoïaque, donc, et mégalomane. On le sait manipulateur. À ce niveau de pouvoir, ils le sont tous, et d'ailleurs, nous le sommes tous, mais on peut l'être à des fins salutaires. On voyait aux infos une ancienne vidéo qui montrait Poutine en train de visiter son ancienne institutrice, une femme qui donc, à ses yeux, comptait à cette époque énormément. À la fin de l'entrevue, alors qu'il était venu la visiter chez elle, elle lui avait lancé « Tu ne tues personne, hein, tu le promets ?» Et il avait ri, tendrement. C'était il y a, au début qu'il était au pouvoir. C'est vous dire, c'est pas tout jeune. Hein. Un homme fort, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie le dialogue. Il raisonne, et quand il parle, eh bien, il tient parole. Je ne sais pas comment les ascendants d'un criminel de guerre peuvent faire pour gérer une telle situation. Depuis l'avènement d'Internet, ou d'autres paramètres que j'ignore, Angela Merkel, il y a une dizaine d'années environ, avait enfin autorisé l'accès aux archives allemandes datant de l'entre-deux-guerres. Il s'agissait donc de documents d'époque, à partir de 1933, quand il est arrivé au pouvoir, légalement élu, démocratiquement élu. Ces quelques films étaient diffusés sur Arte et dénonçaient la propagande de l'Allemagne pour fabriquer de toutes pièces le racisme anti-juif afin de légitimer auprès de l'opinion allemande son funeste projet, le génocide juif pendant la guerre qu'il fomentait. Un homme, un vrai, ne parle jamais avec des armes, mais privilégie le dialogue. Il raisonne, et quand il parle, il tient parole. De la même façon, aujourd'hui, Poutine, depuis plusieurs années, a préparé l'opinion russe à haïr tout ce qui est ukrainien, pour légitimer le fait d'envahir aujourd'hui l'Ukraine. Le problème aujourd'hui, par contre, est le suivant. Si effectivement on ne peut qu'observer à quel point les pays sont interdépendants les uns des autres sur le plan économique, force est de constater que nous le sommes, et c'est peut-être ça qui nous sauvera, que sur le plan culturel nous le sommes aussi. Je veux dire que le conditionnement d'Hitler vis-à-vis du peuple allemand à l'époque était d'autant plus efficace qu'il n'avait que les salles de cinéma pour répandre leur fiel. La radio n'existait pas encore, ou alors sur le plan embryonnaire uniquement, mais pas dans les foyers. Aujourd'hui, les moyens de communication sont tels, et surtout divers, qu'un conditionnement dans un tel contexte est impossible, ou infiniment moins efficace, en tout cas. Attention, je ne suis pas naïve. J'ai écrit un livre qui s'appelle « GAFAM, crevettes et pêche à pied », qui va bientôt paraître aux éditions Sidney-Laurent. Et j'ai parfaitement conscience du côté toxique d'Internet, à plus forte raison par l'intermédiaire des médias comme la chaîne RT. Mais un citoyen averti en vaut deux,
et connaître le fait manipulatoire est toujours préférable au fait d'être naïf au point de ne pas le savoir. Ce qui m'importe ce matin réside au moins dans le souci que je me fais des Russes, anti-Poutine, qui ont eu le courage, je dis bien le courage, d'aller défiler pour dénoncer la guerre en Ukraine, qu'ils désapprouvent entièrement. Que deviennent ces prisonniers? Quel sort Poutine leur réserve-t-il? On sait que la chaîne RT a été interdite dans certains pays, comme la Grande-Bretagne. D'un seul coup, la Grande-Bretagne se sent des ailes européennes, parce qu'elle est instrumentalisée par Poutine. La chaîne RT est un instrument de propagande au service de Poutine, et ceci a été démontré bien avant qu'il n'ait déclaré la guerre à l'Ukraine. L'Allemagne aussi l'a interdite sur son sol. Certains pays, dont la France, à cause de cette interdépendance aussi, hésitent à la bannir. Je pense qu'il sera plus aisé d'en décider quand nous saurons ce qu'il advient sur le sol russe des opposants à Poutine, qui sont environ 1500 et dont nous n'avons aucune nouvelle. Je ne parle là que des opposants à la guerre, qui se sont fait arrêter avant-hier soir. Il en va de même sur le sort des autres opposants comme Alexander Navalny. Plus que jamais, il me semble, il faut prêter attention aux opposants à Poutine sur son propre sol.